Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube RunningEclat.net et Testeur Outdoor. Alors aujourd'hui avec Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, nous allons vous dévoiler 5 conseils pour progresser en course à pied. Il s'agit d'une conférence que nous avons donnée dernièrement en ligne et donc on vous offre aujourd'hui un extrait. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement nos e-books en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là, ou vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir en temps réel nos prochaines vidéos. Donc maintenant je vais vous laisser avec Fred qui va vous dévoiler 5 conseils d'une conférence qui a duré plus d'1h30 et qui s'est déroulée en 2 parties. Tout d'abord 10 conseils, aujourd'hui vous en avez 5, et questions-réponses en direct avec les participants à cette conférence. Et moi je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Et c'est parti. Par nous présenter. Alors tout d'abord, moi je suis Jean-Marc Anguial, j'anime les sites web Testeur Outdoor et RunningEclat.net. J'anime les conférences donc en ligne avec Frédéric. Je suis un entraîneur FFA premier niveau et triathlon également premier niveau. Et je possède le tronc commun du BES. Et je vois que j'ai oublié de marquer un petit diplôme en nutrition également. Donc c'est au tour de Frédéric de se présenter maintenant. À toi Fred. Bah, écoutez, moi je m'appelle Frédéric Hurlin, j'ai 35 ans, j'habite en Haute-Savoie. Ah, est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Jean-Marc? Oui, on t'entend, tu peux y aller. D'accord. Oui, donc je m'appelle Frédéric Hurlin, j'ai 35 ans, j'habite en Haute-Savoie, je suis entraîneur de trail et de triathlon. Donc moi je suis issu de la filière de formation universitaire des entraîneurs, donc c'est-à-dire le cursus qu'on appelle STAPS. Donc j'entraîne régulièrement donc des triathlètes, des trailers et des coureurs sur route, et je suis intervenant pour des sites comme le site de triathlon Trimag. Donc le programme de la conférence aujourd'hui, ce soir, qu'on va passer ensemble, donc elle va durer, je pense, une bonne heure et demie, hein, le temps de répondre aux questions. Donc on va attaquer le programme par les 10 clés pour progresser. Ensuite, on vous expliquera comment vous pouvez devenir un coureur complet et épanoui à nos côtés. Et nous finirons par les questions et réponses en direct. Alors, je vous rappelle que pour les questions et réponses en direct, si vous posez des questions dans la fenêtre de chat qui se trouve à votre droite en principe, soit j'y répondrai directement, soit on prendra la question pour répondre à la fin en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour vous aider. Donc, on va attaquer les programme des 10 clés pour progresser avec la première clé. Pour courir vite, apprenez à courir lentement. C'est à toi Fred. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai qu'une des premières clés et qui peut sembler très basique, courir vite, il faut apprendre à courir lentement. On ne peut pas avoir comme démarche pour progresser en course à pied de se dire je vais tous les jours sur la piste d'athlétisme et je vais fractionner, je vais me faire des 100, des 200, des 300 mètres, des 400 mètres, des 1000 mètres. Malheureusement, notre organisme a besoin, pour progresser, même à haute intensité, a besoin d'apprendre à courir lentement. Alors, courir lentement, c'est tout simplement, c'est un repère très simple au lieu de vous donner des idées, ou de rapport par cardiaque, un repère tout simple. Courir lentement, ça veut dire que vous êtes en capacité de discuter avec un compagnon d'entraînement. Donc, c'est le petit footing. Ça peut être à 8, 9, 10 à l'heure. Les coureurs qui ont un petit peu plus de niveau, ça sera peut-être 12, 13 à l'heure. Mais l'idée, c'est d'être sur un essoufflement complètement contrôlé et d'être en capacité de parler vraiment, de faire des phrases construites, sujet, verbe, complément, de pouvoir parler de l'actualité du sport, des dernières actualités sportives. C'est un bon repère pour rester sur ce qu'on appelle sur de l'endurance fondamentale. Mentale va vous permettre de développer différentes choses dans votre organisme. Premièrement, votre capacité à développer tout le système artériel qui amène du sang plein d'oxygène et plein d'énergie. Donc, ça va se développer dans vos muscles actifs, c'est-à-dire vos fessiers, vos cuisses, vos mollets. Mais en plus, il y a tout un fonctionnement cardiaque qui va devenir de plus en plus économe, de plus en plus efficace. Une dernière chose, apprendre à courir lentement, ça permet à l'organisme de retarder le moment où on utilise les sucres
Et alors, peut-être un mot que vous avez déjà entendu, ça s'appelle le glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qui est stocké dans nos muscles et dans notre foie et qu'on utilise pour les efforts de haute intensité. Par exemple, sur une course de 10 km, on va tourner à fond avec du glycogène. Lentement, va nous aider à apprendre à utiliser plutôt les… Pourquoi les graisses? Parce que les graisses, on en a en quantité très importante dans l'organisme. Et même pour un 10 km, il est bon que notre corps soit capable d'utiliser des graisses pour produire de l'énergie afin d'épargner le glycogène, les sucres stockés, qui sont, eux, en quantité beaucoup plus réduite. Donc, on passe maintenant à la deuxième clé. Ça va être apprendre à varier ses sorties. On ne peut pas, là, encore une fois, ne faire que des sorties en endurance, que des fractionnés, courir tout le temps en forêt. Il faut venir chercher un petit peu de tout. L'idée, le corps le plus rustique possible. Rustique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on se retrouve sur une course, on se retrouve sur un endroit en vacances où on va courir. Eh bien, on ne se retrouve pas en difficulté parce que le parcours qu'on veut faire est un petit peu vallonné. On ne se retrouve pas en difficulté parce qu'aujourd'hui, on va courir c'est un petit peu boueux. On ne se retrouve pas en difficulté avec les mollets un petit peu durs parce qu'aujourd'hui, on va courir sur le bitume. L'idée, c'est de varier les sorties pour que musculairement, il y ait des adaptations. D'accord? Ça va être un petit stress, donc le corps va s'adapter musculairement. On peut imaginer le coureur sur route qui va faire un petit peu de trail, qui découvre un petit peu le trail et qui se met à courir un peu en descente, qui va découvrir que la descente, ça fait mal aux muscles. Inversement, un trailer ou quelqu'un qui court tout le temps dans les bois, eh bien, ça va lui faire tout drôle de venir courir sur le bitume parce que c'est un petit peu plus dur, c'est un petit peu plus traumatisant. Venir courir sur piste, quelque chose qui s'apprend. Et d'ailleurs, un petit conseil, lorsque vous courez sur piste, alors sur piste et notamment lorsqu'il y a quasiment personne sur une piste d'athlétisme, ne courez pas tout le temps dans le même sens sur votre piste d'athlétisme. On peut imaginer une séance où vous avez 10 fois 200 mètres à faire. Il peut être intéressant de faire un 200 mètres dans le sens habituel de circulation sur la piste d'athlétisme, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'autre sens, et on alterne. Afin de ne pas avoir le traumatisme des virages à chaque fois sur la même jambe. En règle générale, le mollet de la jambe intérieure, c'est-à-dire la jambe droite, on finit avec les mollets un petit peu durs. C'est bien d'égaliser un petit peu ces contraintes et donc de varier. Alors là, on ne varie pas sa sortie, mais on varie un petit peu la manière de travailler en changeant de sens de circulation sur la piste d'athlétisme. Alors encore une fois, on ne fait ça que quand il n'y a quasiment personne sur la piste d'athlétisme, pour éviter les accidents, parce que vous risquez de vous faire par les autres coureurs si vous vous mettez à courir à pleine vitesse en sens inverse. Mais encore une fois, variez vos sorties. En plus, ça entretient la motivation lorsqu'on est un petit peu fatigué, lorsqu'il ne fait pas très beau. Voilà, suivez un petit peu vos envies. Vous pouvez avoir un corps de séance très structuré, un fractionné à faire, mais aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'aller courir sur la piste. Eh bien, allez dans les bois. Trouvez-vous un beau chemin bien plat. On délimite, on sait que, par exemple, on doit faire un 200 mètres en 40 secondes. Pas de problème. Je vais courir dans les bois, j'ai 10 fois 40 secondes à faire. Eh bien, je vais aller faire 10 fois 40 secondes dans les bois. J'aurai un effet sur mon entraînement, sur ma condition physique, probablement équivalent. Mais en plus, je me serais fait plaisir parce que je serais allé courir dans les bois. Et du point de vue de la motivation, c'est extrêmement important. N'oubliez pas, vous faites de la course à pied pour votre plaisir. On va poursuivre avec la troisième clé. Alors, cette troisième clé, c'est explorer vos limites. Là, par contre, on va parler justement de fractionner les limites de l'essoufflement, les limites des jambes qui commencent à pousser très fort lorsqu'on veut courir. Tout ça, ça passe par du fractionné, des efforts intenses. Alors, ces efforts intenses, au-delà de l'apprentissage pur et simple de la limite, on va par exemple découvrir sur un test de VMA, on va découvrir sa vitesse maximale aérobie, on va découvrir sa fréquence cardiaque maximale. L'idée, c'est d'apprendre un peu aussi les sensations. À quel moment je suis un petit peu dans le rouge et je vais exploser. Un mois, j'ai fait une séance, j'ai eu cette sensation, 200 mètres plus loin, j'ai explosé. On apprend inconsciemment de ces sensations
et on apprend après en course ou lors d'une sortie un petit peu inattendue, on apprend à se gérer. On n'est pas forcément le nez sur son cardiofréquencemètre ou sur sa montre GPS. Ces limites, en plus, importantes, là aussi, dans une perspective de progression, au même titre qu'il faut courir lentement, il faut aussi apprendre à courir vite. Courir vite, c'est une foulée un petit peu différente, probablement bien plus dynamique. Plus pied à plat ou sur l'avant-pied pour ceux qui arrivent à courir de cette manière-là. Une foulée qui va être peu à peu dégradée par la fatigue parce qu'on va courir très vite, mais on va donner peu de temps de récupération. Notre cœur va battre très vite, très fort, donc il va se muscler. Il va pouvoir expulser plus fort et plus rapidement de plus grandes quantités d'énergie, c'est-à-dire, encore une fois, tous les muscles des membres inférieurs. Ces limites, il faut les repousser pour développer notre VMA, donc la vitesse maximale aérobie, et en corollaire, ça va aussi donc développer notre vitesse de course, même sur des basses intensités. Si j'ai 16 km/h de VMA et que je passe à 18 km/h de VMA après gros travail, eh bien, au lieu de faire mon footing à 10 km/h, pour la même dépense d'énergie, je serai à 11 km/h. J'ai 17 km/h de VMA, je dois courir mon 10 km. Si j'augmente un petit peu ma VMA, ma vitesse de course à 10 km sur un 10 km augmentera elle aussi légèrement de quelques dixièmes de kilomètre. Donc en explorant ces limites, on se donne un plus grand panel d'allure, une plus grande possibilité de courir vite, de lentement à vite, avec plus de facilité. Explorer ces limites, c'est aussi de temps en temps venir chercher des séances qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je fais de la course sur route. Allez, je vais aller courir un petit peu dans la colline. Autour de chez moi, j'ai des collines. Je vais aller courir un petit peu dans les sous-bois pour avoir des appuis un petit peu différents. Je vais renforcer un petit peu mes chevilles de cette manière-là. Et un trailer, parce qu'on a probablement des trailers qui nous écoutent ce soir, peut-être que de temps en temps, ça vaut le coup d'aller faire un petit saut sur la piste d'athlétisme pour avoir un travail bien cadré et repousser mes limites de cette manière-là. Nous allons poursuivre, Jean-Marc. On va attaquer la quatrième. Il s'agit de travailler la qualité de pied, la pose de pied au sol. Depuis quelques années, on parle beaucoup de natural running, de light fit running, vraiment de chaussures minimalistes. Au-delà de la chaussure que vous avez au pied, vous pouvez faire évoluer votre technique de foulée pour une foulée alors moins traumatisante. Je dirais pas jusque-là. Je dirais pas que traumatisant que lorsqu'on court pied à plat ou sur l'avant-pied. Et inversement, ça, j'en suis pas forcément persuadé. Mais lorsque vous arrivez à affiner un petit peu cette manière de courir pied à plat ou légèrement sur l'avant-pied, ce qui est sûr, c'est que vous avez une foulée qui a un meilleur rendement. Pour la même quantité d'énergie, vous allez courir plus vite. Pour le même essoufflement, pour la même fréquence cardiaque, vous allez courir plus vite. Les plus grands coureurs de fond courent pied à plat ou sur l'avant-pied, c'est qu'il y a une raison. Simplement, on va un petit peu plus vite en courant de cette manière-là. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous allez maîtriser cette manière de courir de manière plus ou moins facile. Moi, personnellement, il m'a fallu 1 an pour apprendre à courir pied à plat. Facilité, ne plus avoir les mollets durs. Il a fallu que j'y aille très progressivement. Et d'ailleurs, c'est un conseil pour travailler votre pied. Utilisez les échauffements juste avant vos séances de course, par exemple sur piste, en foot au milieu de la piste d'athlétisme, en faisant des talons-fesses, des montées de genoux, des petits battements de vent. Vous serez là naturellement sur ces exercices sur l'avant-pied. Ça va durer 5, 10, 15 minutes et naturellement, comme ça, vous allez intégrer cette manière de courir. Vous pouvez aussi courir lorsque le temps le permet, lorsque le terrain n'est pas trop boueux, par exemple courir dans l'herbe, pieds nus. Là aussi, naturellement, vous ne talonnerez plus, vous n'attaquerez plus avec le talon parce que vous n'avez pas de chaussures, vous serez pied à plat. C'est une manière d'appréhender cette manière de courir un petit peu minimaliste et surtout, allez-y de manière progressive. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, jusqu'à 1 heure. Voilà. Mais allez-y progressivement parce que
naturellement, c'est une manière de courir qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Parce que lorsqu'on marche dans la rue, on talonne et on déroule son pied. Donc, musculairement, on va réagir de manière un petit peu négative au début, avec notamment les mollets qui vont devenir vraiment durs. Il va falloir les étirer, il va falloir un peu les ménager. Ça peut valoir le coup de mettre des manchons de contention pour maintenir un petit peu le mollet, pour éviter qu'il encaisse trop de vibrations, trop de chocs et avoir des courbatures. Les manchons Compressport en sont le plus bel exemple. Vous allez voir, vous allez acquérir peu à peu cette foulée qui est pas mal du tout. Alors à côté de ça, il faut quand même regarder le type de chaussures avec lequel on court. Certaines chaussures ne sont pas du tout adaptées à la course pied à plat ou sur l'avant-pied à partir du moment où il y a un drop, c'est-à-dire une surépaisseur sous le talon qui est importante. Pour courir pied à plat ou sur l'avant-pied, il faut des chaussures avec des drops relativement réduits. Et on peut commencer à appréhender la course minimaliste avec des drops de 6 mm. Et vous pouvez baisser petit à petit. Après, un conseil, que vous soyez trailer ou coureur sur route, avoir moins de 5 mm de drop, je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Je pense que pour le coureur lambda, c'est-à-dire vous, moi, Jean-Marc, courir pied à plat ou sur l'avant-pied avec des chaussures qui ont un drop de 6 mm, je pense que c'est vraiment le bon compromis. Immanquablement, quand on descend sur la route, on va peut-être tomber sur… il va falloir quand même un petit peu talonner. Et ces 6 mm de drop, la matière qu'on aura sous le talon, nous permettra d'amortir le choc au sol à chaque fois qu'on posera le pied au sol. Voilà, on ne court pas tout le temps sur le plat, on ne court pas tout le temps en montée, où là on est vraiment sur l'avant-pied. De temps en temps on a de la descente, de temps en temps on est un petit peu fatigué, notre foulée se dégrade, donc on se remet à talonner. Donc il est important d'avoir quand même cette matière sous le talon pour se protéger et pas venir taper vraiment le talon au sol. Et c'est quelque chose vraiment d'important et que vous pouvez intégrer de manière très progressive. Ça peut être un objectif non pas chronométrique, mais un objectif technique tout au long de votre saison. Voilà, commencez à courir, à faire vos gammes d'athlétisme, vos petits exercices d'échauffement pendant 5 minutes. Vous serez sur l'avant-pied, puis après 8 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, faire vos récupérations de fin de séance sans les chaussures pour courir un petit peu plus pied à plat. Après, vous focalisez, lorsque ça c'est un petit peu maîtrisé sur 20-30 minutes, vous focalisez sur des footings pied à plat ou un petit peu plus sur l'avant-pied. Et peu à peu, ça se mettra en place. Mais de durée moyenne de mise en place de ce type de foulée, on n'est pas vraiment égaux là-dessus. Moi, je dis ça a duré 1 an. Certains, probablement en 3 mois, ce sera maîtrisé, d'autres peut-être en 2 ans. D'accord. Donc, on va passer au point suivant. Marc, on va attaquer la 5e clé. Ouais. Et juste avant de revenir, de passer sur la 5e clé, je reste sur le travail du pied. Alors, pour dire qu'on a… Alors, je sais que les membres de nos formations, de notre programme d'entraînement, la totale du running et… Excuse-moi, Jean-Marc, je suis vraiment désolé, je ne t'entends pas très bien. Ouais, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, donc je disais que pour travailler votre pied, on a, pour ceux de notre programme, c'est certain, la totale du running, mais aussi d'autres programmes, on a mis en place des vidéos et des exercices à faire justement pour travailler votre pied, pour l'échauffement. Et également, je pense que sur notre site Running et Trail, ou alors sur notre chaîne YouTube, vous avez justement un extrait de cette vidéo-là avec les exercices à faire. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir après la conférence. Vous me demanderez par mail, je vous enverrai les liens de la vidéo. Donc maintenant, on peut donc continuer avec l'exercice suivant. Je te laisse, Frédéric. Le point suivant qui est courir, mais pas que. Ah, on a perdu peut-être un peu Frédéric. Attends, je suis vraiment désolé, oui. Ça a tendance à couper lorsque tu parles. Excusez-moi, c'est les types aléas de la technique. Ouais, tout à fait. Alors, on va poursuivre avec la 5e clé, c'est courir, mais pas que. Courir, c'est bien, mais c'est quand même un sport un petit peu traumatisant. Donc, s'imaginez courir 4, 5, 6 fois, 7 fois dans la semaine, peut-être même plus. Votre organisme aura peut-être un petit peu de mal à assumer de ne faire que de la course à pied. Donc, ça peut valoir le coup d'aller faire du vélo.
vous préparez un marathon, trail un petit peu long, ça peut être intéressant d'intégrer le vélo pour compléter vos sorties longues à pied. Vous savez justement que votre foulée risque d'être un petit peu dégradée, votre sortie longue, au lieu de la faire à pied, ça peut avoir le coup de faire la moitié à pied, la moitié sur le vélo. Ça peut avoir le coup d'aller faire du VTT. Vous allez vous confronter à de la dénivelée probablement, et vous allez faire un effort qui est très proche de ce qu'on rencontre en trail. Ça peut aussi valoir le coup, il peut valoir le coup aussi d'aller faire un petit tour à la piscine, si vous savez un petit peu nager, le crawl, c'est un bon moyen de se renforcer aussi le haut du corps, parce que lorsqu'on court, on travaille beaucoup sur le bas du corps, mais le haut du corps, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça va vous permettre de travailler un petit peu toute la sangle abdominale, vos muscles lombaires. Donc, c'est quelque chose qui peut être important et intéressant à intégrer. Dès que la météo est mauvaise, alors là, c'est vrai qu'on n'est pas aidé. Ce printemps, on a une mauvaise météo, mais vous avez prévu d'aller courir, il pleut des cordes, attrapez votre maillot de bain, lunettes et bonnet de piscine, allez faire un saut à la piscine, par exemple. Vous commencez à courir vraiment de manière un petit peu assidue. Il est aussi important et intéressant de rajouter peut-être un petit peu de PPG, enfin, là en l'occurrence de PPS, c'est-à-dire la préparation physique, course à pied, faire du gainage, faire un petit peu de proprioception pour ne pas se blesser au niveau des articulations des chevilles, éviter de se faire une entorse. C'est important, ça vous permettra d'être et plus efficace à l'entraînement et en course, et surtout de vous entraîner sans risquer de vous blesser. Imaginez que lorsqu'on court, à chaque fois qu'on pose le pied au sol, on encaisse entre 4 et 5 fois le poids de notre corps sur nos articulations, et notamment sur notre dos. Faire du gainage peut nous protéger de possibles blessures au niveau des lombaires. La proprioception, si vous faites une entorse, c'est quand même déjà 6 semaines sans courir, ce qui serait dommage. Donc, ces petits exercices que vous pouvez mettre là aussi en fin d'entraînement, qui vont vous prendre entre 5 et 10 minutes, 1 à 2 fois dans la semaine, vont vous protéger et vous donneront un petit peu plus d'efficacité à l'échelle d'une saison. La 6e clé. D'accord. On va poursuivre. J'ai juste une question, puisque bon, justement, la question concerne ce chapitre-là. C'est une question de Ellie. Qui dit que la progression en vitesse est-elle possible en course à pied sur des distances plutôt route, 10 km, semi-marathon, avec plusieurs sports à son actif, natation, vélo et route, et comment on doit agencer ou organiser son entraînement dans ce cas-là? Alors oui, ben, là-dessus, vous savez, progresser en course à pied lorsqu'on fait d'autres sports, ce n'est pas un problème. Regardez, le plus beau moyen, le plus bel exemple de progression en course à pied, regardez, c'est le triathlon. Un triathlète, vélo et court. Et on retrouve régulièrement les triathlètes aux avant-postes sur les courses l'hiver. Je vous rappelle quand même que le vice-champion de France senior en cross, ben, c'est Vincent Louis, qui est un triathlète qui est sélectionné aux Jeux Olympiques en triathlon. Mais il ne fait pas que ça, il fait de la course à pied. Donc ce n'est vraiment pas un souci d'avoir d'autres sports en parallèle, parce que ces sports vont vous apporter quelque chose pour la course à pied. Aller nager, c'est un très bon moyen de récupérer. Lorsqu'on a les jambes lourdes, après une sortie longue, après une séance un petit peu violente, aller faire des longueurs avec des toutes petites palmes, faire des battements, c'est super pour récupérer. C'est le meilleur moyen de récupérer. Ça équivaut à un massage de kiné. Bon, les kinés n'apprécieraient pas que je dise ça, mais à mon sens, c'est de la balnéo. Donc, c'est vraiment pas un souci en termes de progression. Par contre, encore une fois, voilà, il va falloir bien agencer son entraînement. Alors, ça rejoint un petit peu la 6e clé dont on va parler dans quelques instants. C'est vraiment un agencement, une organisation de l'entraînement, ou peut-être que de temps en temps, on mettra un petit peu plus l'accent sur un sport en conservant quand même un footing, voilà, pour conserver le contact avec les running, avec la course à pied. Et puis de temps en temps, ben voilà, c'est la course à pied qui prendra un petit peu plus le dessus. Il va de soi que, par exemple, là on va en parler, hein, tu peux même déjà l'afficher, Jean-Marc, la 6e clé dans l'organisation de l'entraînement. Et voilà, cette première partie de la vidéo est finie. J'espère que cela vous a plu. On a besoin de votre feedback pour savoir si vous désirez par exemple voir la deuxième partie. Il suffit de nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez également dire si vous aimez ou pas la vidéo en laissant un petit j'aime ou j'aime pas avec les pouces bleus de chez YouTube. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.
bon run et à très vite sur notre chaîne YouTube.